3 communes du Bénin sont désormais couvertes par le projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Après Avrankou et Ifanyi, les populations des communes d'Aplaoué, Lalo et Lokossa sont les nouveaux bénéficiaires. Don de véhicules de collecte de sang à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, la Fondation Claudine Talon en est la donatrice. Le procès du dossier Thomas Sankara et 12 autres victimes s'est poursuivi ce lundi 25 avril 2022 au tribunal militaire de Ouagadougou. L'audience a concerné les intérêts civils du dossier. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. La sécurité maritime dans le golfe du Guinée face aux actes de prédation des ressources au large de nos côtes. L'ONG Global Fishing Watch vole au secours du Bénin, annonce faite ce 21 avril 2022 à Cotonou, une initiative bien accueillie à la bonne heure par les autorités. Détail dans cet élément. Combler le gap qui existe en termes de surveillance des activités des navires sur les eaux du Bénin, tel est le but de cet atelier d'information et de formation des cadres béninois sur les outils de Global Fishing Watch. Toute perturbation dans la disponibilité des fruits de mer peut avoir un impact radical sur la santé et la sécurité économique des habitants de la région. En outre, la demande totale en produits halieutiques, actuellement à moitié couverte, pourrait s'accroître davantage, ouvrant ainsi la brèche à l'insécurité alimentaire. Des moyens importants sont mis en place par Global Fishing Watch pour permettre un bon suivi de l'activité de pêche par des moyens satellitaires, en complément des efforts déjà fournis par les États côtiers pour faire face aux menaces qui pèsent sur leurs ressources halieutiques. Quant au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, il a souligné que dans le cadre de ce partenariat, JFW fournira un soutien analytique lié au comportement des navires aux autorités béninoises afin d'empêcher l'utilisation illégale de l'espace maritime du pays. Toute chose qui contribue à faire de cet espace un environnement sûr et protégé. La prise en compte de la situation par le président de la République, le président Patrice Talon, a permis de renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale. La préfecture maritime fournira à Global Fishing Watch des données sur les navires détenteurs d'une licence ou d'une autorisation de pêche au Bénin. Mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain par le gouvernement du Bénin. 3 autres communes sont désormais couvertes par le projet. Après Avrankou et Ifanyi, les populations des communes d'Aplaoué, Lalo et Lokossa bénéficient désormais du volet Assurance Maladie. Suivons ici le reportage. Le projet H poursuit sa généralisation du volet Assurance Maladie dans les différentes communes du Bénin. Les communes d'Aplaoué, Lalo et Lokossa figurent désormais sur la liste des localités bénéficiaires du projet, un important outil de protection sociale dont le gouvernement entend faire bénéficier toutes les couches sociales cibles. La commune d'Aplaoué s'honore et se réjouit d'avoir à abriter la présente activité de lancement d'un projet d'une si grande importance sociale dont la mise en œuvre impactera positivement et permettra, j'en suis persuadé, d'atteindre véritablement les objectifs de développement visés par le gouvernement et qui passent inévitablement par le développement et la généralisation d'une prise en charge sanitaire complète de notre capital humain. Les populations de ces différentes communes bénéficiaires de ce projet pourront se faire consulter et soigner gratuitement dans les hôpitaux partenaires de l'Agence nationale de protection sociale. La phase pilote de l'assurance maladie a permis de tester les capacités de nos formations sanitaires à assurer la prise en charge des bénéficiaires de l'assurance maladie. Ce test a révélé quelques zones de faiblesse qui méritent d'être renforcées pour garantir une prise en charge intégrale durant la généralisation. Je saisis alors cette occasion
pour inviter les agents des formations sanitaires à améliorer l'accueil, la qualité de l'accueil surtout, réservé à tous ceux qui fréquentent les centres de santé et particulièrement les bénéficiaires de l'assurance maladie de l'État sans discrimination ni stigmatisation. Pour le gouvernement, l'amélioration des conditions de vie de nos populations est une priorité. C'est pour cela que le projet H est le principal outil de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de protection sociale et d'accès aux services sociaux de base pour les citoyens qui en sont souvent exclus. Le ministre de la Santé Benjamin Oukwati ainsi que la ministre des Affaires sociales Véronique Toyin-Fodé réitèrent l'engagement du gouvernement de soulager les peines des populations vulnérables et rassurent les bénéficiaires des dispositions prises afin que ce projet ne souffre de rien dans sa mise en œuvre, que ce soit dans les formations sanitaires que dans les centres de promotion sociale. Ils invitent également les bénéficiaires à faire suffisamment usage de cette assurance maladie que leur donne gratuitement l'État. Audience à la Cour constitutionnelle du Bénin. La présidente de l'Institut national de la femme a été reçue en audience ce lundi par le président de la Cour, Claudine Afiavi-Prudencio, est allée échanger avec Joseph Tchogbenou sur les défis qui se dressent devant l'INF et recevoir ses conseils et soutiens pour la réussite de la mission de promotion et de protection de la femme avec pour légitime ambition zéro violence faite aux femmes. Reportage. Je suis sortie ragaillardie de cette audience. Il faut dire que le président de la Cour constitutionnelle étant un activiste des droits de la femme, on ne peut pas réussir notre mission sans le consulter. Il nous a prodigué énormément de conseils et c'est une chance pour les femmes du Bénin d'avoir comme président de la Cour constitutionnelle un activiste inconditionnel des droits de la femme. Le président de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle même sont deux partenaires très importants pour l'Institut national de la femme. Nous ne pouvons pas réussir notre mission sans ce soutien. Comme vous le savez, l'Institut national de la femme a pour mission d'œuvrer à la promotion de la femme au plan économique, juridique, culturel et social et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Donc notre travail, nous devons le faire dans le secteur privé, dans le secteur public. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a assez de cas de violence dans notre pays et l'Institut national de la femme est rigoureux aujourd'hui sur la répression. Je lance un appel à partir d'ici pour dire à ceux qui violentent les femmes et les filles en République du Bénin de faire attention car l'Institut national de la femme sera plus que la criette dans notre pays. Des plateformes de différentes organisations de la société civile affûtent leur capacité à bien suivre l'exécution du budget public. 2 jours de classe budgétaire ont démarré mercredi 20 à Boycon à l'initiative du réseau Social Watch Bénin en partenariat avec la GIZ. Tout ceci s'organise à travers le projet accroître la transparence et la participation des citoyens dans le processus budgétaire du Bénin. Atelier national de formation des organisations de la société civile sur la notion du suivi budgétaire. Les bénéficiaires sont invités à s'impliquer davantage dans les processus d'élaboration du budget de l'État. Si le budget de l'État est l'acte de prévision et d'autorisation annuelle de perception des impôts et de dépenses des deniers publics, il est important pour une meilleure gouvernance que les organisations de la société civile participent à la mobilisation des dites ressources d'une part et d'autre part, suivent comment
ces ressources collectées et mobilisées aussi bien auprès des populations que des partenaires techniques et financiers sont utilisés. Plusieurs modules de formation ont été consacrés à la première journée. Parmi ceux-ci figurent la transparence et la participation des citoyens dans le processus budgétaire au Bénin. Le travail se fasse correctement, il faut du professionnalisme. Et la société civile est appelée de façon progressive à utiliser les outils pour être professionnelle. Il s'agit de la participation des citoyens au processus budgétaire de l'État. Ça nous permettra de comprendre comment ça se passe, de comprendre le processus de mobilisation des ressources et de savoir comment ça se dépense aussi. Une feuille de route sera établie à la fin de la formation pour le suivi budgétaire 2022 et 2023. Et je l'annonçais en titre, l'Agence nationale pour la transfusion sanguine a bénéficié d'un véhicule de collecte de sang offert par la Fondation Claudine Talon. L'optique est de sauver des vies. La Fondation de la Première Dame a fait donc ce geste utile. Reportage. Dans un véhicule de collecte de sang médicalisé. C'est un geste de la Fondation Claudine Talon, une initiative de la Première Dame du Bénin. Éviter les pertes en vies humaines par manque de sang est le but principal de ce geste. Il est malheureux de constater au quotidien, partout dans notre pays, que bon nombre de nos frères et sœurs, enfants, amis et voisins perdent la vie juste parce qu'une poche de sang a manqué. Pourtant, informer, sensibiliser, susciter l'envie de donner du sang, collecter, stocker et mettre à disposition une ou deux poches de sang pour sauver la vie sont autant de choses à notre portée. J'ai bon espoir que le partenariat qui s'établit ainsi entre l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et la Fondation Claudine Talon contribuera efficacement à l'atteinte des objectifs. Un vieux rêve qui vient d'être réalisé. Cette unité mobile de collecte de sang offre toutes les conditions pour une bonne prise en charge des donateurs de sang. Elle est également garante d'un usage à long terme. Madame la présidente de la Fondation Claudine Talon, à travers ce geste, vous venez une fois encore de laisser parler votre cœur à l'endroit de tous ces enfants anémiés qui sont dans le besoin de produits sanguins et de toutes ces mères qui retrouveront l'espoir de pouvoir accoucher sans crainte de perdre par hémorragie leur vie en donnant la vie. L'Agence nationale pour la transfusion sanguine exprime sa profonde gratitude envers la Fondation Claudine Talon pour ce don. Nous voudrions saisir cette occasion pour exprimer à la Fondation Claudine Talon et à sa présidente toute notre gratitude, déjà à travers cet appui par la mise à disposition de ce camion dédié à la collecte de sang, mais aussi vous témoigner notre reconnaissance pour les divers mécanismes de soutien au profit des usagers du CNHU-HK. Parmi ces usagers, des donneurs de sang ravis d'inaugurer ce véhicule spécialisé. Ça nous motive à continuer à donner le sang parce que ça nous montre qu'il y a les autorités qui sont au courant de ce sacrifice que nous faisons régulièrement. C'est très bien, c'est très bien. Ça va nous encourager, nous les donneurs, à plus venir donner nos sangs et puis mobiliser nos proches pour pouvoir sortir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur. J'aimerais leur dire qu'il n'y a pas à avoir peur. Parce qu'on ne sait jamais quand ce serait ton tour. Si tu ne trouves pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, comme nous le disons, sans donner égale à vie sauvée. Depuis que mon père est décédé, faute de sang, depuis 2014, je suis régulier et c'est une mission de vie. La Fondation Claudine Talon reste fidèle à sa mission, celle de contribuer au bien-être de la population à travers plusieurs appuis.
Et démarrons cette page internationale par le Togo. Les députés togolais ont voté pour l'adhésion du pays à l'organisation internationale Commonwealth. Le Parlement demande au gouvernement togolais de présenter sa requête auprès du Commonwealth of Nations lors du prochain sommet du bloc au Rwanda. Le Togo va faire une demande pour intégrer le Commonwealth. Vendredi, les députés togolais ont voté pour l'adhésion du pays à l'organisation intergouvernementale fondée en 1949. En adoptant cette résolution, le Parlement demande au gouvernement togolais de présenter sa requête auprès du Commonwealth of Nations lors du prochain sommet du bloc qui se tiendra au Rwanda en juin. Composé de 54 membres, dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques, le Commonwealth n'impose aucune obligation à ses membres, dont 19 sont des pays africains. Les membres du Commonwealth doivent toutefois adhérer à la charte et aux valeurs de l'organisation telles que les droits humains, la démocratie ou encore la non-discrimination. La charte reconnaît qu'il convient d'aider, d'assister dans leur développement les petits États et les États vulnérables. Selon Yawad Segan, présidente du Parlement togolais, cette initiative permettrait au Togo, déjà membre de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation internationale de la francophonie, de renforcer ses programmes d'enseignement de l'anglais et de réactiver d'autres partenariats sans pour autant quitter la francophonie. La RDC, à présent, 3 jours après la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, un deuxième décès dû au virus a été confirmé ce mardi. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la deuxième victime était une femme. 3 jours après la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, un deuxième décès dû au virus a été confirmé ce mardi. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la deuxième victime était une femme apparentée au premier cas détecté dans la ville d'Mbandaka, dans la province de l'Équateur. L'équipe d'intervention a éprouvé des difficultés à la retrouver, cette dernière ayant pris la fuite pour se rendre à une réunion de prière où elle est décédée sans avoir obtenu le moindre traitement. Les 2 victimes ont été enterrées conformément aux directives de sécurité. Lundi, plus de 100 personnes ont été identifiées comme des cas contacts possibles par les autorités sanitaires. Ces dernières ont précisé que près de 1300 vaccins doivent être acheminés par avion de Goma dans l'est du pays à Mbandaka. Les vaccinations commenceront mercredi. Il y a 2 ans, la République démocratique du Congo connaissait une nouvelle épidémie d'Ebola avec un bilan de plus de 2000 morts, la 13e dans le pays. Des enquêtes sont en cours pour déterminer la source de cette nouvelle épidémie. Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou rendra sa décision le 10 mai prochain après l'audience du procès sur les intérêts des partis civils dans l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons, ouvert donc ce lundi à Ouagadougou. Comme dommage et intérêt, la famille Sankara demande un franc symbolique, tout comme les avocats burkinabés qui se sont donc constitués aux côtés donc de la famille du père de la révolution burkinabé. Au Burkina Faso, le tribunal militaire rendra sa décision le 10 mai prochain après l'audience du procès sur les intérêts des partis civils dans l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons, ouvert le lundi 25 avril à Ouagadougou. Comme dommage et intérêt, la famille Sankara demande un franc symbolique, tout comme les avocats burkinabés qui se sont constitués aux côtés de la famille du père de la révolution burkinabé. Les avocats demandent également que l'État soit solidairement responsable des préjudices car les faits ont été commis par des hommes au service de l'État. Si les ayants droit de l'ex-président révolutionnaire ne réclamaient que la vérité et la justice dans cette affaire, d'autres familles des victimes par contre réclament des centaines de millions de francs pour leur indemnisation. L'agent judiciaire de l'État réclame lui un peu plus d'1,145 milliard de francs CFA pour les préjudices financiers, une requête rejetée par les avocats de la défense. Soudan du Sud, plus de 72 personnes ont été tuées en 7 semaines. Certaines personnes ont été décapitées ou brûlées vives dans l'état sud-soudanais de l'unité où les violences interclaniques se sont intensifiées, affirme lundi la mission de l'ONU dans ce pays.
Au moins 72 personnes ont été tuées en cette semaine, certaines ayant été décapitées ou brûlées vives dans l'État sud-soudanais de l'Unité, où les violences interethniques se sont intensifiées selon la mission de l'ONU dans ce pays. Les massacres ont eu lieu entre le 17 février et le 7 avril dernier dans le comté de Lire et ont inclus des violences sexuelles. Le regain de violence au Soudan du Sud fait craindre un retour du conflit dans ce pays fragile d'Afrique de l'Est qui a plongé en 2013, 2 ans seulement après son indépendance, dans 5 années de guerre civile qui ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés. La guerre a pris officiellement fin en septembre 2018 avec un accord de paix actant un principe de partage du pouvoir. Mais cet accord reste largement inappliqué plus de 2 ans après la formation d'un gouvernement d'union nationale réunissant le président Salva Kiir et son ennemi juré Riek Machar, désormais vice-président. Le pays est en pro-violence à la fin et à une crise économique marquée par une inflation galopante. Au lendemain de sa défaite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen prépare déjà les législatives des 12 et 19 juin. La candidate du Rassemblement national voudrait représenter l'opposition à Emmanuel Macron lors du nouveau quinquennat, mais sans conclure d'alliance. Elle n'a pas répondu à la main tendue des autres partis d'extrême droite Reconquête fondés par le polémiste Éric Zemmour. Au lendemain de sa défaite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen prépare déjà les législatives. La candidate du Rassemblement national veut représenter l'opposition à Emmanuel Macron pour ce nouveau quinquennat. Elle n'a pas répondu à la main tendue de l'autre parti d'extrême droite, Reconquête, fondé par le polémiste Éric Zemmour. D'abord, on va regarder un peu les idées, les enjeux, les idées, le programme, ce qu'on veut faire avec ces élections législatives, comment on peut au mieux incarner l'opposition demain, puisque les Français ont décidé en envoyant Marine Le Pen au second tour quelle était la chef de l'opposition. Et donc on va faire ce travail, puis viendra le temps des hommes, du choix des hommes. Vous savez, nous on est ouverts à soutenir des candidats qui ne sont pas de notre mouvement forcément. Après les alliances de partis, c'est autre chose. Je crois que ça c'est peut-être en réalité un peu moins intéressant. L'alliance de l'extrême droite s'annonce donc compliquée. Le Rassemblement national espère pouvoir s'en passer. Il faut dire qu'il a essuyé les critiques et les attaques du parti Reconquête pendant toute la campagne et même au soir des résultats. Les cadres de l'autre parti d'extrême droite jugent Marine Le Pen incompétente alors qu'elle réalise un score historique. Marine Le Pen, même si c'est une défaite, évite l'humiliation de 2017, c'est une défaite honorable. Elle progresse également en nombre de suffrages, elle progresse de plus de 2 millions de suffrages par rapport à 2017. Véritablement, depuis maintenant 40 ans, ce courant politique n'a cessé de progresser. Donc oui, pour une victoire claire et nette d'Emmanuel Macron, mais malgré tout, on a pu mesurer, et on le savait déjà, mais on a pu remesurer à cette occasion que le Rassemblement national est bien installé dans notre pays. Marine Le Pen a réussi à dédiaboliser l'image de son parti, une stratégie menée depuis qu'elle en a pris la tête il y a plus de 10 ans. Elle est plutôt populaire, elle a su donner d'elle une image sympathique. Ceux qui veulent l'évincer pour fonder une grande union à l'extrême droite auront du mal à la laisser de côté. Les États-Unis sont prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie, a affirmé ce mardi le chef du Pentagone au cours d'une réunion avec ses homologues alliés en Allemagne, tandis que le secrétaire général de l'ONU plaidait à Moscou pour des couloirs humanitaires permettant donc d'évacuer des civils des zones bombardées. Une quarantaine de pays réunis ce mardi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Ils ont répondu à une invitation des États-Unis. Objectif de ce rendez-vous, renforcer les capacités militaires de Kiev, car l'Ukraine peut gagner face à la Russie si on lui en donne les moyens, a estimé le chef du Pentagone. Nous avons eu des discussions chaleureuses, franches et productives avec le président Zelensky et son équipe au sujet du soutien fourni à l'Ukraine et des capacités dont son pays a besoin selon lui. Aussi sur l'évolution des besoins de l'Ukraine au fur et à mesure que la bataille se déplace vers le Donbass et le Sud, car nous allons continuer à remuer ciel et terre pour pouvoir répondre à ces besoins.
L'Allemagne a déjà annoncé la prochaine livraison de blindés de type Guépard à l'Ukraine. Le nombre de ces véhicules spécialisés dans la défense antiaérienne n'a pas été précisé. Par ailleurs, 3 navires de guerre de l'OTAN sont arrivés lundi dans le port de Turku en Finlande pour s'entraîner avec la marine finlandaise, au moment où Helsinki, soulignant un changement dans ses perspectives de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, envisage la possibilité de rejoindre l'alliance dirigée par les États-Unis. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, attendu à Moscou. L'ONU doit négocier l'évacuation de Mariupol avec la Russie. Tel est le message de Kiev au secrétaire général des Nations Unies. Reportage. Aucun accord n'a été conclu lundi pour créer un couloir humanitaire permettant l'évacuation des civils et combattants ukrainiens terrés dans l'usine Azovstal à Mariupol. C'est ce qu'affirme Kiev, qui souhaite que l'ONU négocie un accord avec la Russie pour évacuer les habitants de la cité portuaire. Le secrétaire général de l'ONU est attendu à Moscou ce mardi, puis à Kiev jeudi. Un itinéraire que les autorités ukrainiennes ont par ailleurs un peu de mal à digérer. Une longue tradition diplomatique veut que l'on se rende à Kiev avant d'aller à Moscou. Mais nous pouvons à la limite nous accommoder d'une telle déception. En revanche, nous mettons en garde Antonio Guterres sur un éventuel piège diplomatique. Et deuxièmement, sur la teneur des discussions. Ce que nous lui demandons, c'est qu'au lieu de se concentrer sur des questions générales comme un cessez-le-feu complet et global, qui reste important, car ce que fait la Russie sur le champ de bataille n'est tout simplement pas acceptable. Il devrait se concentrer sur la question principale, à savoir l'évacuation de Mariupol. L'immense usine Azovstal est le dernier réduit contrôlé par les forces de Kiev à Mariupol. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, environ 1 millier de civils et des centaines de blessés y sont retranchés dans des conditions catastrophiques. La Russie accuse quant à elle les autorités ukrainiennes d'avoir empêché une évacuation des lieux malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par l'armée russe. Dans une interview accordée à la télévision publique russe, le ministre des Affaires étrangères a critiqué l'attitude du président ukrainien Volodymyr Zelensky et qui ferait selon lui semblant de négociation. Mariupol n'est plus qu'une ville fantôme. Pilonnée par l'armée russe depuis le début de la guerre, ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine serait détruit à 90% selon les autorités ukrainiennes. Mais au moins 100 000 civils y seraient encore coincés. 1 millier d'entre eux sont retranchés dans les galeries souterraines du complexe métallurgique d'Azovstal, dernier bastion encore aux mains des combattants ukrainiens qui diffusent ces images. Leur évacuation est toujours impossible. Sans couloir humanitaire, leur sécurité n'est pas garantie. La Russie avait pourtant annoncé un accord en ce sens, cessez-le-feu à l'appui, une information aussitôt démentie par Kiev. Dans le centre-ouest de l'Ukraine, des missiles russes se sont abattus sur des installations ferroviaires dans la région de Vinnytsia, entièrement contrôlée par l'Ukraine et loin derrière les lignes de front. Bilan au moins 5 personnes tuées et 18 autres blessées, selon les autorités locales. Samedi, la ville portuaire d'Odessa a été frappée par plusieurs missiles russes, faisant au moins 8 morts. L'un d'eux a touché un immeuble résidentiel, tuant un bébé de 3 mois, sa mère et sa grand-mère. Le président Zelensky a promis de trouver les responsables. À Zaporijjia, dans l'est de l'Ukraine, pas question de faciliter la tâche aux forces russes. L'armée ukrainienne creuse des tranchées pour renforcer ses lignes de défense et repousser une offensive. C'est vraiment nécessaire car l'ennemi est insidieux. Nous ne savons pas quelles seront les actions suivantes de l'ennemi et nous devons préparer la ville pour la défense. À ce jour, il n'existe aucun bilan global des victimes. Rien qu'à Mariupol, les autorités parlent de 20 000 civils morts. Côté russe, le Kremlin admet des pertes importantes sans donner de chiffres. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et restez fidèles au programme de Speedline Télévision.